Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. C'est l'une des mesures fortes portées par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Imposer une taxe douanière de 200% sur les vins, champagnes et alcools forts en provenance de la France et de l'Union européenne. TV7 a pu rencontrer les acteurs de la filière en pleine détresse, à découvrir dans cette édition. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était en visite dans la Loire la semaine dernière. Une occasion pour elle d'évoquer les défis financiers de la filière agricole, notamment sur les frais de contrôle pour les AOP. Notre partenaire TL7 dans la Loire était sur place. Fraîchement récompensés au Salon de l'Agriculture, les jus du Pays d'Hôte représentent la gastronomie auboise. Dans cette édition, Canal 32 est parti visiter le site de production de la maison Bello et découvrir les secrets de fabrication de ces jus à ne pas manquer. Enfin, les manteaux rouges des moniteurs de l'école de ski française sont des pièces très convoitées, non disponibles à l'achat, les vacanciers en raffolent. Pourtant, une monitrice a décidé de leur donner une seconde vie. Rencontre en fin d'édition proposée par nos confrères de 8 Montblanc. Je vous le disais dans les titres, c'est l'une des mesures fortes souhaitées par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. L'instauration d'une taxe 200% sur tous les vins, champagnes et alcools importés de France et de l'Union européenne. Une situation qui inquiète grandement la filière viticole. Reportage de Tristan Lambert pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est un fou, ça va que s'aggraver quoi. Donald Trump fait encore parler de lui. 200%, c'est la taxe que le chef d'État souhaite instaurer si l'Union européenne ne fait pas machine arrière sur la taxation du whisky américain. De quoi inquiéter les professionnels. C'est un coup de massue supplémentaire. Vous savez, quand dans des moments difficiles, vous essayez de trouver les bons lieux, les bons moments, que ces salons leur permettent de consolider leurs réseaux commerciaux, mais qu'une partie de votre distribution, pour plus de 30% d'entre eux, se fait à l'export et que ces volumes-là risquent d'être amputés par l'effet de la taxe, forcément ça les inquiète. Alors que l'an dernier, le secteur n'a pas été épargné par les conditions climatiques qui ont engendré la plus faible récolte en 100 ans, ce scénario serait une catastrophe pour les 2000 viticulteurs girondins. Bordeaux, aujourd'hui, c'est 33 millions de bouteilles, ou il y a peu 33 millions de bouteilles exportées pour 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Trump est dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire négocier. Aujourd'hui, il nous promet des choses exorbitantes. Il nous impose aujourd'hui à la réflexion et à la négociation. Et je pense qu'à ce titre, il faut être ferme, il ne faut pas baisser les bras. L'Europe a une carte à jouer. Une carte à jouer pour venir en aide à une profession plongée dans l'incertitude. Suite au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Vincent Plantade est contraint de mettre à l'arrêt ses projets d'exportation. Je vendais du vin avec un négociant aux États-Unis il y a quelques années, sauf que je n'avais pas assez de volume, donc on a dû arrêter de vendre du vin là-bas. Et là, en fait, il m'a recontacté cette année pour 2 grosses brasseries à New York et à Baltimore. Donc les vins plaisent. Et là, en fait, c'est en stand-by parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Pour la France, les États-Unis représentent le premier marché à l'international sur les vins. Les ventes y ont progressé de 5% en 2024, atteignant 3,8 milliards d'euros. Cette semaine, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, s'est rendu en Martinique. L'occasion pour lui d'évoquer la vie chère sur l'île et la transformation économique en perspective. Écoutons le ministre au micro de Via ATV Martinique sur place. 2 grandes priorités, c'est-à-dire la lutte évidemment contre la vie chère, mais qui n'est pas... qui ne peut pas être déliée, mise de côté par rapport au projet économique. Parce que pour dépasser la problématique de la vie chère, qui est une réalité, il faut une transformation de l'économie. Et les projets qui sont portés sur les ports ou sur les questions d'emploi et d'insertion par la collectivité doivent être examinés avec le plus grand intérêt et soutenus par l'État. Et l'autre grand sujet, c'est la lutte contre le narcotrafic, qui menace de déstabiliser les sociétés antillaises, et donc la Martinique, bien évidemment, et ce qui nécessite une prise de conscience de tous, les élus, bien évidemment, l'État, qui doit s'engager encore davantage sur ce sujet. C'est une priorité nationale désormais. Politique toujours, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard était en visite dans la Loire la semaine dernière. De passage dans l'exploitation d'un couple d'agriculteurs, il était notamment question d'évoquer les problèmes d'origine financière que rencontre la profession. Notamment sur les frais de contrôle pour les AOP, appellations d'origine protégée. Explication avec ce reportage de TL7 dans la Loire, Thibaut Rivière.
impressionné. C'était la réaction du couple Chaise lors de cette rencontre avec Annie Genevard. La ministre de l'Agriculture a décidé elle-même de visiter leur production. D'abord, on est en système de polyculture élevage qui est vraiment un système très intéressant, très équilibré. On est dans un élevage bio. On est dans une diversité d'animaux, un fromage patrimonial, une production à la ferme et vente directe. Il faut aussi montrer les modèles qui marchent, qui sont vertueux et qui sont l'avenir de la profession. Et même si la membre du gouvernement est très élogieuse sur l'agriculture dans le département de la Loire, il reste des problèmes à évoquer. Niveau financier, c'est vrai que ça reste très compliqué. Le coût des contrôles. Oui. Pour faire simple, sur un AOP comme le nôtre, on a à peu près 40 000 € de budget par an entre les cotisations, les aides et tout. Il y a entre 10 et 15 000 € qui vont au contrôle. Et c'est vrai qu'un jeune qui s'installe pour lui dire « Viens chez nous, on fait quand même quelque chose de bien, c'est l'avenir. » Enfin, c'est l'avenir. On essaye de sauver un patrimoine quand même. Oui. Et c'est vrai que ça reste compliqué parce qu'aujourd'hui, les conseils d'administration, on se réunit, c'est pour essayer de trouver une solution pour boucler le budget. Concrètement, chaque producteur paye les contrôles pour rester dans leur AOP et ils aimeraient que ça soit l'État de le prendre en charge. Le rendez-vous est pris pour le futur. La ministre est ensuite allée dans un lycée agricole et chez un arboriculteur de pommes au Bessay dans le Pilat. C'est un paradoxe saisissant en Corse. Si la région demeure comme l'une des plus sûres du pays, avec un faible taux de délinquance quotidien, le crime organisé reste cependant très présent sur l'île. La lutte contre le grand banditisme et la circulation d'armes sont devenus un enjeu majeur pour les autorités. Écoutons Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, au micro de Télépaésé sur place. Deux choses à savoir lorsque, effectivement, on connaît la Corse judiciairement, c'est ce paradoxe entre, d'un côté, première chose, un niveau de la délinquance de droit commun qui est relativement maîtrisé, peu d'insécurité publique, et d'un autre côté, malheureusement, une criminalité organisée qui s'exprime beaucoup plus facilement qu'elle ne s'exprime sur l'ensemble du territoire national. Et dans ce contexte-là, les deux grandes priorités qui doivent être conduites, menées, sont d'une part la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et d'autre part la prévention de toutes les formes d'atteinte aux personnes, qu'il s'agisse des homicides naturellement, mais aussi de toutes les formes d'extorsion ou de violence qui peuvent être parfois commises sur le département. Entrée en vigueur depuis 2017, les vignettes critères permettent de classifier les véhicules en fonction de leur niveau de pollution. Plus d'une quarantaine de villes dans le pays ont adopté cette réglementation. Cependant, ce dispositif pose problème pour les usagers habitant hors des villes concernées. Notre partenaire Via Occitanie a voulu comprendre la situation. Justine Barrault. Habitant dans une commune près d'Alès, hors zone de faible émission dit ZFE, Chloé n'a pas d'obligation d'avoir une vignette critère sur son véhicule. Mais pour rendre visite à son père vivant sur la métropole de Montpellier, elle n'est pas en règle et s'expose à une amende. Aujourd'hui, si la vignette, elle, coûte moins de 4 €, elle craint de voir son véhicule interdit à la circulation et ne pas avoir les moyens d'en changer. Moi, je suis à 25 000 € à l'année. C'est ce que coûte une voiture. Donc en fait, c'est pas possible. Opposée au principe même de la mise en place de ce dispositif, Chloé a multiplié les courriers aux élus de Nîmes et de Montpellier, dont les métropoles sont déclarées ZFE. Elle adhère aujourd'hui à une association qui a déposé un recours juridique contre celle de la capitale héroltaise, association défendant les libertés fondamentales, qui avait déjà œuvré contre le pass sanitaire pendant la crise du Covid. Ce sera très difficile de combattre le principe même de la ZFE. Le juge n'est pas le législateur, or c'est un choix politique dans lequel la France est engagée, et il ne revient pas au juge administratif, notamment, de pouvoir discuter de ce choix politique. En revanche, je pense, et c'est ma stratégie, que nous pouvons localement contester les mesures d'application. Un même véhicule, selon que sa finalité est une finalité professionnelle ou personnelle, sera soumis à deux régimes différents. Un régime d'autorisation pour la finalité professionnelle et un régime de sanction et d'interdiction pour la finalité personnelle. On a donc clairement une discrimination qui est instaurée et qui, à mon sens, est contraire à l'égalité devant la loi. À Montpellier, selon la métropole, aucune verbalisation n'a été effectuée depuis la mise en œuvre du dispositif en 2022, défendant une ZFE pédagogique.
Une non-verbalisation confirmée jusqu'en 2027 par un moratoire voté le 13 février dernier par les élus qui repoussent également l'extension de la zone à toute la métropole montpelliéraine. Depuis plus de 600 ans, la Poste évolue au rythme des besoins et des innovations. Le numérique force les agences postales à se réinventer et à proposer divers services pour mieux répondre aux besoins des territoires. Partons maintenant en Moselle pour découvrir différents cas de figure. Un reportage d'ailleurs de Moselle TV. Alors j'ai un recommandé. Dans ce bureau de poste, peu importe la demande, une seule personne se charge du travail. Et du coup, on est à 28,42 €. Un effectif réduit, car les clients sont de moins en moins nombreux. On a perdu une dizaine de pourcents de passages à peu près tous les ans. Donc voilà, aujourd'hui on est à 65 visites jour. Je pense qu'il y a 5 ans on devait être à un peu plus de 100 visites jour. Et dans certaines communes, ces bureaux ne sont plus seulement de simples agences postales. Reconstruit en septembre 2024 après avoir été détruit pendant les émeutes, ce bureau assure un service postal, mais pas seulement. Donc on va se connecter sur le site de la CAF. Une antenne France Service y a été installée, une opportunité pour les habitants d'être aidés dans leur démarche. Situé dans un quartier prioritaire, ce bureau a aujourd'hui un vrai rôle social. C'est précisément le genre de quartier, le genre de population qui a souvent besoin d'être accompagnée. Donc là, on est typiquement dans les missions plus sociétales de la Poste. Ici, pas de bureau de poste. La commune a réaménagé ce bâtiment en 2018 pour y installer une agence postale communale combinée à une structure France Service. L'avantage, c'est qu'on a tout au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui est ancré ici et je pense qu'il draine beaucoup de monde. Les gens peuvent acheter des timbres, déposer les tricolis, retirer les recommandés, effectuer des opérations financières de dépannage. C'est vraiment un plus pour notre commune. Des bureaux qui se modifient et se diversifient pour mieux répondre aux besoins des territoires. Nous travaillons en concertation avec les municipalités pour adapter la présence postale, la faire évoluer et faire en sorte qu'elle puisse répondre aux besoins de la population, de nos clients. Aucune fermeture de bureau de poste n'est prévue sur le territoire, seulement des ajustements pour s'adapter à la nouvelle clientèle, quand l'ancienne peine parfois à accepter ces changements. Tout autre chose maintenant, ce sont des incontournables de la gastronomie auboise. Les jus du pays d'Hôte viennent d'être récompensés lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Des récompenses qui devraient permettre à la maison Bello d'obtenir l'indication géographique protégée. Immersion, regardez sur ce site de production avec notre partenaire Canal 32. C'est le royaume des cavistes ici, voilà. 2 médailles du concours général agricole s'ajoutent au palmarès déjà bien garni de la maison Bello. La première en argent pour son jus de pomme trouble et la seconde en or pour son jus pétillant. On est vraiment étonné d'un côté que ce produit soit reconnu et remis en avant. Et c'est une très très bonne nouvelle pour nous parce que ça fait partie de notre cœur de gamme depuis très longtemps. Le concours général agricole a une particularité, son jury est mixte. Il est composé à la fois de consommateurs et de professionnels. Donc ça veut dire que quand on arrive à avoir une médaille dans ce concours-là, c'est vraiment que notre produit correspond à tous les critères du métier. On plaît aux consommateurs, on a une typicité qui plaît aux professionnels et ça c'est vraiment important et c'est vraiment une très belle récompense sur ces points-là. Pomiculteurs, cavistes, personnel de laboratoire ou commercial, ces médailles viennent récompenser le travail de nombreux acteurs. La particularité des jus du pays d'Hôte, une acidité qui compense la sensation sucrée. Là c'est ça, avoir toutes les valeurs physico-chimiques du jus qui peuvent nous intéresser, donc là notamment l'acidité totale qui va être ressentie en bouche. Elle est due au sous-sol de craie et de sable et aux variétés de pommes de la région. Les jus sont le fruit d'un travail réfléchi d'assemblage censé garantir leur qualité d'année en année. On est complètement sur le même métier qui est un peu plus connu ici que le champagne. On va assembler des origines, des coteaux. Ces médailles représentent aussi un premier pas dans l'obtention d'une indication géographique protégée pour les cidres et les jus de pommes du pays d'Hôte, un projet né en 2022. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, mais à chaque fois qu'on a une petite victoire comme ça, ça nous remet du baume au cœur. Le but final se rapproche au fur et à mesure et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Les appellations et les labels rassurent les consommateurs en quête de produits locaux. L'IGP est donc un objectif de la maison Bello qui produit plus de 300 000 bouteilles par an. C'est un problème que beaucoup de Français ont pu rencontrer. Que faire de la dépouille de son animal de compagnie après son décès ?
Alors que la loi interdit de l'enterrer dans son jardin, 2 amis ont décidé de créer un crématorium pour animaux dans le Finistère. Une première dans le département. Regardez ce reportage émouvant de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez sortir et venir me rejoindre. Violaine et Jean-Christophe se recueillent devant leur chien Islande. À sa mort, ils l'ont amené au crématorium pour animaux de Milizac pour qu'il soit incinéré. Nous sommes très proches de nos animaux et le fait d'avoir cet établissement chez nous, puisque nous sommes des locaux, c'était l'idéal pour aller jusqu'au bout avec notre animal. Ouvert depuis septembre 2024, Crémalis est le premier crématorium pour animaux du Finistère. À sa tête, 2 amis, Mickaël Postec et Alain Baudry. C'est à la mort de leurs animaux qu'ils ont découvert que le crématorium le plus proche se trouvait à Josselin, dans le Morbihan. Ils ont alors souhaité créer un service de proximité et surtout accompagner les familles pour faciliter leur deuil. C'est quelque chose qu'on fait vraiment avec le cœur. Nous, on a décidé vraiment d'ouvrir ce crématorium pour accompagner les familles. C'est vraiment notre objectif principal parce qu'on se rend compte aussi que les familles, quand elles viennent chez nous, il y a une sorte d'apaisement pour elles. Il est possible de déposer son animal directement au crématorium ou chez un vétérinaire qui travaille avec Crémalis. Comptez entre 149 et 315 € pour une incinération. Qui n'a jamais eu d'appréhension à l'idée de passer une IRM? Un moment long, stressant, parfois bruyant, d'autant plus pour les enfants. Alors, pour rassurer les plus petits qui vont passer cet examen, l'hôpital du Mans s'est doté d'un simulateur. Est-ce une solution d'avenir pour apaiser les enfants avant le vrai scanner? Découvrez cette nouvelle machine avec notre partenaire LMTV Sarthe, Colin Ancel. C'est quand même impressionnant. C'est un IRM factice pour les enfants, un véritable test immersif. Grâce à l'association des Blouses Roses, le centre hospitalier du Mans se dote d'un simulateur ludique. Le but, préparer les plus jeunes patients à un examen exigeant. Ça concerne 245 enfants en 2024. On sait pertinemment que ça peut être compliqué parce que c'est un examen qui dure longtemps, qui fait du bruit et avec un environnement inconnu et une sensation d'enfermement. Donc c'est toujours assez complexe. Donc la préparation en amont est forcément indispensable. Un simulateur qui enregistre tous les mouvements et l'affiche à l'issue de chaque session. Ça consiste en fait à montrer aux enfants à rester immobiles pendant une vraie IRM. Et donc là, d'une façon plus ludique, ils sont filmés pendant les essais et après ils voient leurs gestes. Le jeune dispose de 3 sessions tests. Utilisé dans plus de 30 hôpitaux à travers le monde, le simulateur permet d'éviter la sédation ou l'anesthésie dans 80% des cas. Concrètement, on va le faire venir 45 minutes avant son heure de rendez-vous pour qu'il puisse faire son entrée administrative auprès de l'accueil de l'hôpital et ensuite être accueilli en imagerie et pris en charge par les Blouses Roses. Comme ça, on a normalement une vingtaine de minutes sous l'équipement d'IRM en jeu par les Blouses Roses et ensuite on passe sur la grande IRM. Le coût total de l'opération est de 25 000 €, financé par les Blouses Roses, soutenu par le mécénat. Il est encore possible de financer le projet sur le site Hello Asso. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque une nouvelle édition du magazine Le Point, consacré à la ville de Marseille. Ce nouveau numéro propose un focus sur le centre-ville de la cité phocéenne et la manière dont il doit se réinventer suite au changement de consommation des habitants. Vous pourrez également retrouver un entretien avec Benoît Payan, le maire de la ville, ainsi qu'un dossier sur le timide rebond de l'immobilier à Marseille. Cette édition spéciale du Point est bien sûr à retrouver dans tous vos bons kiosques. Voilà, répéter les efforts à haute intensité, c'est le quotidien des sportifs professionnels. Des matchs ou des compétitions toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Mais alors, comment font-ils ? Quel secret se cache derrière la préparation physique ? Télé Grenoble nous propose une immersion avec des hockeyeurs professionnels de Grenoble. Regardez. 60 minutes plein gaz, fois 44 matchs de saison régulière, plus 5 matchs de Coupe de France, plus 5 matchs de Coupe continentale. Pendant 8 mois, sans arrêt, les brûleurs de loups défient les lois de l'intensité sur leur glace et au fil des trajets vers l'autre bout de la France et de l'Europe. On est quand même habitué, c'est vrai qu'en ce moment on voyage beaucoup.
Donc on n'a pas beaucoup de temps de repos, donc il faut bien les exploiter quand on en a. Et oui, c'est sûr que physiquement, c'est pas évident, mais on est prêt. Le hockey sur glace ne ménage ni les emplois du temps, ni les organismes. Et parce que leur équipement n'en fait pas des super-héros, il faut chercher autrement les super-pouvoirs. Cultiver la condition physique, préserver le mental et préserver la blessure, une équation à poser et à résoudre chaque semaine par le staff sportif et médical. C'est hyper physique entre les chocs, l'intensité des matchs et en fait aussi le peu de temps de récup qu'il y a avec les déplacements dans le bus. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait des jours vraiment axés sur le repos et des jours axés sur la performance. Et ces jours-là, les joueurs sont parfois convoqués dès l'aube avec une séance de 45 minutes de musculation dans le but d'activer leur qualité physique avant l'entraînement de la glace de la matinée. Et pour un jeu aussi complet, il faut travailler toute la panoplie. C'est hyper complet, essentiellement de la force et de la puissance dans le bas du corps, de la masse musculaire en haut du corps pour accepter les chocs, on va dire, et du cardio, de l'endurance pour retenir tous les matchs. Dur mais sacrément efficace. Après avoir survolé la saison régulière, les brûleurs affichent complet pour les playoffs. L'infirmerie est vide, si ce n'est visité ça et là pour des petits bobos, apaisés par un staff aux petits soins. Depuis tout petit, on patine, on fait du hors-glace, donc il faut aussi apprendre à prendre soin de son corps. C'est sûr qu'on les sollicite tellement avec l'entraînement, les matchs, le hors-glace, qu'il faut aussi savoir apprendre à se détendre aussi, à maintenir notre corps en forme, en pleine santé, et puis voilà. Alors on touche du bois ou pas, le physique ne doit donc rien au hasard ni aux superstitions, des actes plutôt que des mots. Cette semaine, c'était Jean-Noël Barrot qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le ministre des Affaires étrangères a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutez ce qu'a dit de très important le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous allez faire en Côte d'Or Vous partez à Singapour, Pékin la semaine prochaine et vous êtes en Côte d'Or demain. Bien, je vais rencontrer les Dijonnaises et les Dijonnais pour leur mettre les cartes en main. Parce que les affaires étrangères, c'est l'affaire de toutes et tous. Peut-être que jamais, dans notre histoire récente, les affaires étrangères n'ont eu autant d'impact sur la vie quotidienne, sur la vie de nos territoires. Et donc l'objectif, c'est bien, dans un moment où on voudrait opposer aux consciences la loi du plus fort et un retour de la violence, eh bien, les armes de l'esprit. Et c'est tout l'objet des rencontres que j'aurai demain avec les élus engagés dans la coopération, dans les jumelages, avec les étudiants de Sciences Po ou encore avec les lecteurs de la presse quotidienne régionale. Partons maintenant en Ille-et-Vilaine. Une route départementale y a été fermée pendant 2 semaines pour une raison tout à fait insolite. En période de migration prénuptiale, les crapauds traversent cette route pour déposer leurs œufs dans une zone humide. Malheureusement, nombreux d'entre eux sont écrasés. Écoutons Ingrid Pavard, ingénieure territoriale à la tête de cette très bonne initiative au micro de TV Rennes. En période vraiment de pic migratoire, des dizaines, voire presque une centaine de cadavres qui avaient été observés sur cette route-là. Je pense que ça a permis déjà de sensibiliser les gens, les habitants, les gens qui utilisent cet itinéraire. Et puis ça, j'espère, permis de sauver aussi quelques amphibiens. Qui n'a jamais rêvé de posséder une veste de l'école de ski française? Ces célèbres manteaux rouges que portent les moniteurs de ski sont très plébiscités par les vacanciers, mais ne sont malheureusement pas en vente. Ces tuniques rouges sont changées tous les 2 ans. Alors une monitrice a décidé de leur donner une seconde vie. Regardez ce reportage de 8 Mont-Blanc, Jules Demeure. Dans la station d'Albier-Montrond en Savoie, quand Zoé Pellissier n'est pas sur les skis, c'est à une toute autre pratique qu'elle s'adonne dans le garage de ses parents. Zoé a lancé en 2022, 3e manche, sa marque de recyclage et d'upcycling des tenues des moniteurs de ski. Car les tuniques rouges sont renouvelées tous les 2 ans et ne peuvent être ni vendues ni données. Mais pour la monitrice, pas de gaspillage. Chaque veste usagée n'est que le point de départ d'une future création. Donc là, des doudounes, on peut vraiment faire des grands sacs et des coussins avec. Et après, avec les capuches, ça, on les réutilise pour faire des bananes. Elle s'est aussi attaquée depuis peu au recyclage d'une autre matière bien connue des skieurs. Ça, c'est les bâches de protection des matelas qu'on retrouve sur les pistes de ski, pylônes de télésiège, canons à neige.
qui sont surtout du coup rouge orangé ou orange très vif. On va venir nous mettre la partie intérieure de la bâche qui est comme neuve à l'extérieur de nos produits. Ces protections sont transformées en trousses de toilette ou en housse d'ordinateur. Et pour donner vie à toute cette créativité, la jeune femme a installé son petit atelier, toujours dans la station d'Albier-Moron, pour une production la plus locale possible. Tout le désassemblage, lavage, tri de la matière, ça se passe à Albier. Donc voilà, très local. Et ensuite, après, donc pour la production, il y a une partie qui est faite en interne donc, par ma grand-mère et moi. Donc on fait des porte-clés, porte-monnaie, pochettes et les coussins qui sont rembourrés avec l'intérieur des tenues de ski. Et après, on bosse avec des ateliers de réinsertion professionnelle, pareil, sur le bassin chambérien et une couturière indépendante qui est à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Depuis 2022, Zoé a recyclé près de 1000 tenues de ski, avec lesquelles une vingtaine de produits sont proposés aujourd'hui. Des créations disponibles majoritairement sur le site de la marque, mais aussi dans quelques boutiques locales qui soutiennent le projet. On adhère complètement à la démarche de Troisième Manche. Déjà, d'une part, la démarche éco-responsable, parce qu'on est vraiment sur de l'upcycling à 100%, sur des matériaux de ski. Si plus de 1000 produits ont été vendus l'année dernière, la médiatisation récente de Troisième Manche cet hiver semble avoir marqué un tournant. Et pour répondre à la demande grandissante, c'est à plein temps que Zoé va se dévouer le reste de l'année à ses créations. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.